C'est une sorte de tendance lourde qui semble toucher tous les pays et tous les continents. Face à la mondialisation, on observe une montée des discours identitaires, à la fois dans les champs religieux et laïques. Au Brésil et aux États-Unis, des personnes se revendiquant du christianisme ont participé à une forte droitisation du paysage politique et accompagné l'émergence de Jair Bolsonaro et de Donald Trump. Lors du second tour de la présidentielle de 2017, 38% des votants catholiques ont choisi Marine Le Pen, 2 fois plus que ceux qui avaient voté dans le même contexte pour Jean-Marie Le Pen en 2002. On peut donc se poser une question. Le christianisme social est-il mort? Les chrétiens de gauche qui ont été de tant de combats dans ce pays ont-ils perdu le match? Pour en parler et pour parler d'autre chose, j'ai invité Pierre Jova, journaliste au Pèlerin Magazine et auteur d'un livre, d'une enquête en réalité intitulée « Les chrétiens face aux migrants, accueillir ou rejeter ». Un livre intéressant qui décrit une France qu'on ne voit pas toujours, mais qui peut faire basculer, cette France donc, elle peut faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre, en tout cas y participer. Bonjour Pierre. Bonjour Théophile. Ton livre, c'est un livre d'enquête, un vrai livre d'enquête. Il est riche, il y a peu d'opinions, il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup d'anecdotes qui nous plongent en fait au cœur d'une France plus ou moins invisible dans les grands médias et au cœur de la France profonde. On va dans les Alpes, on va dans le Nord, on voyage beaucoup dans ce pays qui est le nôtre. Et surtout, on voit des personnages qui nous donnent à réfléchir, à sortir des carcans idéologiques dans lesquels nous sommes souvent. Quelle est l'histoire de ce livre? Pourquoi as-tu voulu l'écrire et qu'est-ce que tu voulais transmettre en l'écrivant? L'histoire de ce livre, d'abord, c'est un peu mon histoire familiale, parce que Jova, en fait, c'est Jovanovic, mon nom de famille complet. Mon grand-père était yougoslave et il est venu lui-même en France en tant que réfugié. Et il a fait croître notre famille grâce à la générosité de la République et à son accueil, sa tradition d'accueil. Donc, en moi, j'avais toujours eu cette fibre pour le sujet, même si j'avais une vision très abstraite de la réalité de l'immigration et des réfugiés. Cette flamme, cette intuition profonde, elle s'est pleinement révélée à moi lors de la crise des migrants à l'été 2015. Il faut se rappeler, en juillet-août 2015, près d'1 million de personnes ont déferlé sur l'Europe en passant par la route des Balkans, en entrant particulièrement en Allemagne, en Scandinavie. Beaucoup de ces personnes étaient des réfugiés syriens. Et moi, ayant des liens familiaux avec la Serbie, les pays de l'ex-Yougoslavie, je suis allé sur place pour faire un premier reportage. Et là, j'ai été saisi. J'ai été saisi par cette foule, d'abord par son nombre, par tous les problèmes qu'elle générait. Mais très vite, il m'a été donné de voir des visages, de voir apparaître des personnes avec leurs origines, leurs blessures, ce qu'ils fuyaient. Moi qui connaissais la Syrie de manière livresque, j'avais en face de moi des gens qui venaient de Homs, de Hama, d'Alep, tous ces noms qu'on a entendus ces dernières années. Et ça a été un vrai choc pour moi. C'était une révélation. Je savais, de par mon histoire familiale, que les migrants sont des personnes, qu'elles fuient des situations particulières. Mais là, j'avais en face de moi le phénomène en beaucoup plus grand. Et quand je suis revenu de ce reportage, donc à l'automne 2015 à Paris, j'ai mal vécu le fait que ce débat ait vite été confisqué et mis dans des cases. Il fallait être pro-migrants, anti-migrants. Moi, ma découverte, ça avait été que les migrants étaient des personnes qui étaient toute une histoire et un univers unique, avec une dignité propre, et je vivais mal qu'on l'enferme dans des cases. Donc ce sujet m'a toujours un peu travaillé. Dans les différents journaux où j'ai travaillé, j'ai continué à le cultiver. Et quand on m'a proposé de faire un livre sur ce sujet, pour moi, c'était une évidence. Et tout de suite, je l'ai anglais sous la lumière chrétienne. Parce que, comme tu l'as très bien dit, les chrétiens sont minoritaires en France aujourd'hui. C'est une des nombreuses minorités que compose notre pays. Mais cette minorité est très active dans l'accueil des réfugiés, dans l'accueil des migrants en général. Ben justement, en fait, ça tombe bien que tu le dises, parce qu'on l'oublie souvent, on oublie que finalement, parmi ceux qui prennent soin des réfugiés, de l'accueil, du premier accueil surtout, il y a beaucoup de gens qui sont issus d'associations chrétiennes, qui sont mobilisés par les églises chrétiennes, protestantes ou catholiques, et pourtant, parmi ces chrétiens même, il y a des visions contrastées, il y a une sorte de crise, et même une certaine rébellion chez certains contre le pape François, parce qu'il leur demande, conformément, disons, aux injonctions bibliques, d'accueillir les migrants. Et cette crise, en fait, tu nous la racontes un peu à travers un certain nombre de personnages. Quelles sont les fractures, en fait, au sein du christianisme français concernant cette histoire d'accueil des migrants? Qui pense quoi et comment tout cela se joue? C'est une crise qui est complexe parce qu'en fait, elle ne recoupe pas le clivage droite-gauche.
même si évidemment au sein des chrétiens de gauche, historiquement, on trouve les plus fervents défenseurs de l'accueil des migrants, en fait ce clivage n'est pas très pertinent pour comprendre la crise qui se joue au sein du christianisme. Au sein de la communauté chrétienne, à la fois catholique et protestante, il y a deux discours qui sont tenus et qui n'arrivent pas forcément à s'entendre et à se comprendre. D'un côté, tu as des gens qui te disent « le migrant est une personne, c'est une image du Dieu fait homme », parce qu'on est au cœur de la révélation chrétienne. Je ne dois pas le juger, je dois prendre soin de lui dès qu'il arrive, de manière immédiate. Et ces personnes s'attachent d'abord à la rencontre interpersonnelle et souvent ont la parole de Dieu au cœur de leur engagement, avec les injonctions bibliques que l'on connaît. « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli », Matthieu 25, pour ne citer que celle-ci. D'un autre côté, tu as les mêmes chrétiens, en tout cas des mêmes églises, qui, eux, insistent beaucoup plus sur l'identité chrétienne de la France, et ça notamment chez les catholiques, beaucoup de par leur lien avec l'histoire de France. Sachant qu'ils ont été la majorité à un moment donné et qu'ils peuvent vivre mal le fait d'être une minorité comme les autres. C'est exactement ça. Donc il y a des gens qui vivent mal tous ces bouleversements. Ce déclassement. Exactement, on est au cœur du déclassement. C'est un déclassement identitaire et parfois un déclassement social, parce qu'il y a des personnes qui vivent des situations sociales éprouvantes et qui vivent mal ce qu'elles estiment être, à tort ou à raison, un deux poids deux mesures avec l'accueil de ces migrants. Alors on est au cœur, en fait, dans ces églises-là, dans cette crise qui peut être dans la même paroisse, on est au cœur du fameux débat sur l'insécurité culturelle qui est porté beaucoup par la droite et qui brouille en fait le champ. Est-ce que justement cette thématique, elle est omniprésente dans les débats au sein des églises? Alors je ne dirais pas qu'elle est omniprésente, mais elle est bien présente, ça c'est vrai. Il y a toute une frange du catholicisme, tu l'as dit, qui vit mal le fait que la France n'est plus majoritairement catholique. Ils se sentent ghettoisés. Et ils voient cette arrivée de migrants comme une menace, et ils sont souvent très apeurés par l'islam. Et ils estiment que les migrants viennent renforcer la présence d'un islam qui pose déjà des problèmes. Mais c'est aussi vrai chez certains protestants évangéliques, notamment dans la France périphérique, où là, il y a des classes populaires, notamment beaucoup de gilets jaunes, qui sentent que leur destin ne leur appartient plus. Alors, c'est pas seulement à cause de l'immigration, c'est aussi à cause du déclassement, ils ont parfois le sentiment que les valeurs de la France s'étiolent, mais l'immigration va être pour eux un facteur supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément appliquer le clivage droite-gauche, parce que vous avez des personnes de plein de backgrounds et d'arrière-plans différents qui se retrouvent dans cette situation, dans ce sentiment plutôt d'insécurité culturelle. Alors il y a aussi ce fantasme d'une masse de migrants musulmans qui viendraient comme en mission pour effectuer le grand remplacement. Et ce que je lis dans ton livre, par exemple, c'est que la majorité des migrants en Europe, en tout cas, ne sont pas musulmans. Ils sont une forte minorité, mais ce n'est pas la majorité. Et même parmi ces musulmans, il y a une partie des musulmans qui cherchent une forme de sécularisation et qui ne viennent pas comme des soldats, contrairement à ce que, en fait, la presse, une partie de la presse, et la rumeur publique l'affirme. Tu les as rencontrés, donc ces migrants-là, et tu nous sors ça. Dans le livre, j'explique très bien qu'il y a une diversité des profils. Il y a des migrants qui viennent effectivement de sociétés musulmanes, mais qui ne sont pas très pratiquants, et au contraire, justement, qui cherchent une forme de sécularisation ou de spiritualisation de l'islam. En tout cas, beaucoup rejettent le mélange entre la politique et le religieux qui prédomine dans leur société. Et moi, ce que je voulais expliquer aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de migrants qui viennent de pays chrétiens. Il y a des migrants d'Europe centrale et orientale, et puis il y a aussi beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique, et eux qui sont chrétiens, et qui renouvellent en fait la vie des paroisses catholiques et protestantes. Quand on en parle, on voit tout de suite aussi la fameuse obsession pour les chrétiens d'Orient, comme si en fait finalement il devrait y avoir une sorte d'accueil préférentiel identitaire pour les chrétiens d'Orient. C'est quelque chose aussi qu'on a entendu. Oui. Dans le discours des églises, forcément, il y a eu une grande solidarité, il y a eu un élan de solidarité en faveur des chrétiens d'Orient, notamment avec l'aggravation de la situation à partir de 2014 en Irak, quand l'État islamique a commencé à étendre son territoire. Et il y a eu une tentation chez certains, effectivement, d'adopter un traitement préférentiel pour ces chrétiens d'Orient. Au niveau des églises, ça n'a jamais été le cas. Les dignitaires catholiques, protestants ont toujours dit qu'ils accueillaient de manière inconditionnelle. Mais c'est vrai qu'à la base, on a entendu parfois cette tentation de préférer ceux qui semblaient plus facilement intégrable, si j'ose dire. En réalité, il y a des différences culturelles qui restent importantes.
Même quand on est chrétien? Bien sûr, tout à fait. Et même des gens qui communient au même sacrement viennent de cultures, d'arrière-plan et même d'une terre différente. Et ça, c'est un peu facile de dire, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont facilement plus intégrables. Alors, comme je le disais, ce sont des personnages en fait que tu nous donnes à découvrir, des personnages parmi ceux qui accueillent et des personnages parmi ceux qui sont accueillis. Alors, ils sont tous un peu tes bébés, mais disons, quels sont les personnages qui te marquent à la fin? C'est-à-dire, quand tu fermes ton livre, quels sont les personnages qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait tilter, ou bien qui pourraient donner à réfléchir? Alors, on a parlé des chrétiens d'Orient. Moi, il y a deux jeunes Syriens qui m'ont beaucoup marqué, Charbel et Karam, je les cite dans ce livre. Eux, pour le coup, ils ont vraiment saisi leur chance d'intégration. Ils ont décidé de s'investir à fond pour ce pays et ils m'édifient par leurs engagements associatifs, leur désir d'apprendre et leur grande reconnaissance pour ce pays. Mais ils ne sont pas les seuls. Je voudrais citer Jean Faustin, qui est un Centrafricain, qui a fui la Centrafrique en guerre civile, qui a laissé sa famille derrière lui parce qu'il ne pouvait pas l'emmener avec lui. Finalement, ils ont été réunifiés après 4 ans d'absence, 4 ans de séparation. Et c'est quelqu'un qui, lui aussi, voulait absolument ne pas s'effondrer, qui voulait à chaque fois chercher du travail, qui voulait s'impliquer dans ce pays et qui est un modèle, pour moi, de bonne volonté et de résilience aussi. Ce journalisme à hauteur d'homme, il nous donne aussi, il peut donner à voir les choses autrement, parce qu'en général, quand on parle du regroupement familial, quand les politiciens parlent du regroupement familial, ils parlent en fait de chiffres, et là, en fait, quand tu parles de cette histoire de Jean Faustin, tu mets de l'émotion, là où, en fait, finalement, on semble vouloir se déshumaniser à force de statistiques. Est-ce que c'était le but recherché? Complètement. Moi, je souffrais et je vivais mal ce débat réduit à des chiffres. Je ne nie pas les chiffres, j'en parle d'ailleurs. Par exemple, pour l'afflux de mineurs non accompagnés, je dis que il y a des questions qui se posent. Mais pour moi, ce débat des migrants doit absolument être pris par le plan humain. Sinon, si on considère les migrants juste comme des chiffres, comme des concepts, on peut s'autoriser tous les excès, les rejeter de manière définitive ou ne pas voir les questions que l'immigration pose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de civilisation, même si le mot est un peu gros, parce que, par exemple, en Australie, on a vu qu'ils ont créé une sorte d'île pour mettre les migrants loin d'eux. En Europe, tous les jours, en Hongrie, en Pologne, dans des pays pourtant très catholiques, il y a des pratiques complètement renversantes qui ont lieu. Est-ce que justement, c'est parce qu'on en finit par oublier le visage de l'homme qui est derrière chaque migrant? Bien sûr. Et est-ce que tu penses, en tant que journaliste, que nous avons fait quelque chose pour qu'on en soit là? Est-ce que nous avons échoué à raconter les histoires d'homme à homme, de telle sorte qu'on sorte un peu des idéologies, des fantasmes et des peurs pour s'arrêter à l'humanité? Est-ce que tu penses qu'on devrait se remettre en question? Oui, je pense. Je pense que le journalisme est tombé dans 2 écueils, bien malgré lui, mais il y a un écueil évidemment ultra sécuritaire qui ne voyait pas l'homme derrière les chiffres, derrière les fantasmes, les images. Et ça, je l'ai vu dès 2015, dès que je suis revenu en France après mon reportage dans les Balkans, j'ai vu les fantasmes, les fausses informations, ce sont tous des hommes. Moi, j'avais vu des femmes et des enfants aussi. Donc, il y a cet écueil qui est bien connu. Mais il y a un écueil qui est un peu plus pernicieux, je trouve, parce qu'il démarre avec de bonnes intentions. C'est tout un discours très moralisateur, plein d'injonctions, qui somment en fait les personnes de ces sociétés occidentales d'accueillir, de ne pas se poser de questions, d'ouvrir leurs portes. C'est un discours qui est pétri de bonnes intentions, mais qui souvent ne s'accompagne pas d'actions concrètes et qui a pour effet de culpabiliser les personnes ou au contraire de les radicaliser. C'est un problème de la société moderne. Les gens ne veulent plus entendre une parole d'autorité, quelle qu'elle soit, de n'importe quelle institution. Donc il faut le déplorer, mais il faut aussi voir les choses en face. Aujourd'hui, ce discours très moralisateur n'est plus audible par une partie de la population. Et je pense que les journalistes, plutôt que de faire parfois des grandes tribunes ou des grandes couvertures, parfois un peu provocantes, parce qu'ils ont le sentiment qu'il faut pousser l'opinion publique dans un sens, je crois que les journalistes devraient, et je me mets volontiers dedans, devraient d'abord s'attacher à raconter des histoires, à mettre des visages sur ces chiffres, sur ces faits, sur ces grands mouvements de population. Assez de cartes, assez de flèches, mais des visages, des histoires et des familles aussi. Dans l'accueil des migrants, les militants de gauche et les chrétiens engagés sont ensemble dans les Alpes, ailleurs aussi, et ils se dissocient complètement au point de s'étriper
aujourd'hui en France, en tout cas sur les questions sociétales. Alors le christianisme aujourd'hui, le christianisme social, il est dans une sorte de zone trouble parce qu'il est conservateur sur les questions sociétales et il est généreux sur les questions sociales, là où notre société, le courant dominant est plutôt libéral, libertaire, c'est-à-dire l'inverse absolu. Alors est-ce que justement ça fait que ces militants-là, parce qu'au-delà d'être des croyants, sont des militants, est-ce qu'ils sont inaudibles aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'ils soient inaudibles, parce qu'une très bonne manière pour eux de donner leur témoignage, c'est de démontrer que, par exemple, le combat pour la vie ne se limite pas juste à l'enfant à naître, mais c'est aussi toute personne dans le besoin, c'est le chômeur, le SDF, la femme seule avec enfant et le migrant. Et je pense que ce qu'on appelle le combat pro-vie, c'est aussi le combat d'accueil généreux et inconditionnel des migrants. Et en ce sens, ceux qui tiennent effectivement à la cohérence du message chrétien peuvent vraiment dire ce n'est pas juste sur les questions sociétales, ça embrasse toute la vision de l'homme, toute la vision de l'humanité. Oui, mais cette cohérence, en fait, peut aussi déranger, dès lors, en fait, où elle s'insère dans des débats complètement fous sur des questions très, très brûlantes aujourd'hui. Les débats sur la manif pour tous, la question de l'avortement. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle en fait du mal au christianisme social en donnant une image, finalement, de personnes un peu dogmatiques, qui sont un peu non désireuses de comprendre, en fait, la détresse des personnes qui recourent à l'IVG ou alors de personnes qui veulent faire famille, des familles, disons, hétérodoxes. Est-ce qu'il ne fallait pas renoncer à peser sur les choix politiques et plutôt insister sur l'éthique personnelle, ce qui tendrait à montrer ce qu'on est plus qu'à dire aux autres qu'ils ont à faire? Je pense que les églises n'ont pas démérité dans le sens où elles avaient un témoignage à donner. C'était une question de prophétisme et puis une question de loyauté envers leur propre message. Après, ce qu'on peut déplorer, c'est que le message a été incompris, le message a été souvent mal formulé, de manière un peu violente, un peu brutale. Sur Twitter, en tout cas, il y a des excès langagiers de certaines personnes qui sont identifiées. Tout à fait. Il ne faut pas être dupe aussi qu'il y a une tentation au radicalisme et à l'extrémisme même qui guette certains chrétiens. Mais je trouve que le message originel, en tout cas l'intuition, elle était bonne. Après, je pense qu'il ne fallait surtout pas s'arrêter à cela. Il ne fallait pas s'installer dans une posture de défense des privilèges, comme certaines minorités peuvent le faire. Au contraire, il fallait dire ce qu'il en était, mais ne pas s'y arrêter. Et surtout dire, ce n'est pas l'essentiel de notre message. Alors justement, dans ton livre, on voit également une sorte de mécompréhension entre la vieille gauche chrétienne 68arde et des nouveaux militants. Ils sont ensemble dans l'accueil des migrants, mais pas dans la même démarche. Il y a une démarche qui est plus sociale pour les uns, d'abord sociale, et pour les autres, une démarche qui est d'abord spiritualiste. Oui. C'est une sorte de conflit de génération où finalement les référents des parents ne sont pas les référents des enfants. Est-ce que les enfants des 68ards chrétiens se sont droitisés? Alors, il y en a certains qui se sont droitisés, ça c'est sûr. Après, je pense que d'autres, et j'espère la majorité d'entre eux, ne se sont pas droitisés, mais ils ne vivent pas dans la même société. Leurs parents vivent dans une société peu ou prou culturellement chrétienne. Eux se voient comme minoritaires, et donc ils ont le devoir, selon eux, d'être plus explicitement chrétiens, et donc plus explicitement spirituels. Et ils estiment aussi nécessaire de devoir évangéliser, proposer le message chrétien davantage. Et je pense que certains le prennent comme un prétexte pour leur position beaucoup plus radicale, beaucoup plus identitaire dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire l'extrême droite, on ne va pas se cacher. Mais je vois autour de moi beaucoup de jeunes chrétiens qui le vivent de manière paisible, qui sont plus explicitement chrétiens et qui du coup ont une proposition spirituelle, mais ils le vivent de manière apaisée. Et au contraire, pour eux, c'est un partage, et ce n'est pas une manière d'imposer quoi que ce soit. Alors, ton livre sort à un moment particulier où l'Église catholique, elle est éclaboussée par des scandales. On dirait qu'il y a un scandale par jour, notamment des affaires de pédophilie. Il y a le livre Sodoma. Bref, est-ce que c'est pas une sorte de discrédit indépassable pour une institution qui a trop longtemps vécu dans la culture du secret, dans une sorte de vénération des institutions et qui a fait peu de cas des êtres de chair et de sang qui étaient broyés par ces institutions. Est-ce qu'il y a une possibilité de rachat dans notre société? Les gens doivent rendre compte, les gens doivent s'amender, les gens doivent payer. Bien sûr. C'est la société telle qu'elle est. Par exemple, à chaque fois que
les catholiques qui sont en désaccord avec le pape disent de toute façon, toi, occupe-toi de tes pédophiles, sur Twitter, je l'ai vu, etc. Oui, Est-ce que, du coup, est-ce qu'il est encore possible d'avoir un message audible sans interférence avec ces scandales-là? Et comment sortir de cette scandale, selon toi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'Église doit d'abord faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, car il ne peut y avoir de rachat sans vérité et sans transparence, et évidemment sans punition des coupables, des structures. Ça doit s'accompagner par une demande de pardon également, même si ce n'est pas forcément audible. Face à cette situation très douloureuse, je pense justement que les chrétiens, les catholiques, doivent parler beaucoup moins, en fait. Ils doivent observer un jeûne de la parole, et notamment sur les questions clivantes, sociétales, même si leur témoignage reste entier et ils ne vont pas changer d'avis, mais ils doivent, à mon avis, moins insister dans le discours, mais d'autant plus passer aux actes. Et passer aux actes notamment dans le domaine social. Tu disais, est-ce que le christianisme social n'est pas mort? Je pense que si le christianisme n'est pas social, il est mort. Et s'il veut continuer à vivre, et à ressusciter même, il faut qu'il soit d'autant plus présent sur le terrain et dans les questions sociales. C'est là où les gens verront si le message est toujours pertinent ou pas. Alors pourtant, il doit être sur le terrain social, mais de facto, la majorité des chrétiens sont toujours de droite. Le parti des Républicains est de plus en plus libéral et de plus en plus aux côtés des forces de l'argent. Comment porter ce discours social sans créer encore un nouveau clivage dans le clivage? Je pense que ça se fait pas à pas, étape par étape. Je le vois dans ma génération, beaucoup de jeunes qui ont fait la manif pour tous, et de manière très honnête, et sans homophobie, mais pour défendre des valeurs qui leur étaient chères, en fait, ont compris que l'essentiel du combat était sur le terrain social, notamment face à une économie qui vénère l'argent roi, qui écrase le petit, qui écrase le faible. Et ils ont compris qu'il ne fallait pas compartimenter le combat pour les valeurs, qu'en fait, il était beaucoup plus large et qu'il fallait revenir aux fondamentaux du christianisme, qui est servir le pauvre, le loger, le vêtir. C'est modeste, mais ça avance de plus en plus. Et comment c'est perçu? Par la société? Par la société. Enfin, selon tes amis qui... Alors... Moi, je pense notamment à mes amis du café Le Dorothy à Ménilmontant qui se sont installés. C'est un café associatif, chrétien, explicitement catholique, qui s'inspire de Dorothy Day, qui était une suffragette américaine, une militante marxiste, et qui s'est convertie au catholicisme et qui n'a jamais abandonné la cause des pauvres. C'est une manière nouvelle qui sort justement des vieilles structures, parfois associatives, cléricales, mais c'est une nouvelle manière de dire nous voulons être au plus proche des pauvres, des plus faibles, et nous voulons les servir. Alors ça surprend, parce que c'est nouveau, les gens sont habitués à des cadres, à des étiquettes, ça rassemble des gens différents, mais ça marche. Moi je crois profondément que le christianisme va de renouvellement en renouvellement. Il y a des chutes, et on en vit une terrible aujourd'hui dans le catholicisme, mais il y a déjà la promesse d'un nouveau départ. Alors, on a parlé du protestantisme évangélique qui était dans ce qu'on appelle la France périphérique, qui correspondait un peu sociologiquement avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors, que pense-t-on des Gilets jaunes dans les églises catholiques, dans les églises protestantes? Que dit-on Alors, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis allé sur les ronds-points depuis le début et j'observe ça avec grand intérêt. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de Gilets jaunes de cette France périphérique sont en fait très loin des églises, sont déchristianisés. Mais ils en attendent beaucoup. Pour eux, justement, les repères un peu identitaires, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la crèche de Noël ou le clocher qui structure le paysage, pour eux, c'est quelque chose d'important, ils ne veulent pas du tout l'abandonner. Contrairement à la gauche qui le voit comme du prosélytisme. Ou comme une vieillerie dont il faudrait se débarrasser. Je pense qu'il faut assumer l'héritage culturel qui est le nôtre. Alors, l'Église catholique, comme toutes les institutions, comme les syndicats, comme les partis politiques, n'a pas vu le mouvement des Gilets jaunes se lever et ne l'a d'autant plus pas vu que, malheureusement, avec la sécularisation, la base catholique s'est rétrécie aux classes possédantes. Et du coup, ces classes possédantes étaient très loin de s'imaginer ce que pouvaient vivre les Gilets jaunes en Seine-Maritime ou à Charleville-Mézières. Mais, heureusement, parce que cette vocation sociale est présente dans l'ADN du christianisme et du catholicisme, des prêtres se sont levés. Moi, je connais des prêtres tous les samedis qui vont battre le pavé à Paris et pour accompagner, pour discuter avec les Gilets jaunes. Il y a des évêques qui se sont intéressés. Il y a même un évêque, l'évêque de Montauban, je le cite dans le livre, qui est allé lui-même sur les ronds-points discuter avec les Gilets jaunes. Et l'Église catholique, c'est une vieille institution, elle va très lentement. Mais quand elle se met en branle, ça avance. Et il y a eu des propositions de débat dans les paroisses. Je sais qu'à Flexicourt, le curé de la paroisse organise des débats dans son église et discute beaucoup avec François Ruffin. Donc il y a des petites initiatives locales qui commencent
à se créer et à voir le jour. Alors là où, au début de notre interview, je parlais donc d'essais chrétiens au Brésil, aux États-Unis, qui ont accompagné une sorte de mouvement d'infiltration de leurs églises par une droite qui a gagné la bataille culturelle et a gagné finalement la bataille politique. Est-ce qu'il n'est pas possible justement, dans le sens inverse, que le combat social soit renouvelé par ceux dont tu parles, c'est-à-dire ces militants d'un type nouveau qui ont abandonné un peu le champ sociétal pour s'impliquer sur le terrain social et rencontrer en fait finalement un peuple complètement déboussolé et appauvri. Est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là ? Moi, c'est mon espérance, personnellement. Parce que tout un pan du christianisme patrimonial, c'est-à-dire les grosses églises, les bâtiments, les congrégations qu'on voit encore dans certaines villes de France, tout ce christianisme-là va disparaître à cause de la sécularisation et à cause du vieillissement d'une partie des fidèles. Ceux qui vont rester auront une toute autre expérience du christianisme, une expérience plus minoritaire, parfois plus compliquée pour aller à l'église ou pour assumer leur témoignage à la face du monde, mais ce seront des convaincus qui auront une radicalité beaucoup plus forte que leurs aînés et qui, à mon avis, prendront beaucoup plus au sérieux la dimension sociale du christianisme. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Tout le monde sera au pied du mur. Et c'est un peu ce que j'ai découvert dans cette enquête. Les gens sont au pied du mur avec les migrants. Cette crise, elle est là. On a beau ne pas la voir, les migrants sont bien là, parmi nous. Tout le monde est au pied du mur et chacun, avec sa conscience, y répond. Moi, je suis heureux de voir que beaucoup répondent en accueillant les migrants, en les aidant de manière concrète. Ben merci, tu vas continuer de voir ça et on va continuer de regarder ça à travers tes yeux. Merci beaucoup Pierre. Merci Théophile.